Et bonjour à tous ou rebonjour pour ceux qui étaient là pour la revue de presse de ce matin. On se retrouve ce soir avec, Annelise Boquet. Bonjour Annelise. Bonjour Alexis. Tu as un PhD en biologie, tu es donc experte, des petites bêtes qu'on appelle, les virus, entre autres. Et je voulais parler avec toi, d'un monsieur, qui est mondialement connu et ça lui fait extrêmement plaisir puisqu'il s'agit du Michael Jackson du coronavirus, Anthony Fauci. Ce médecin, qui était le monsieur, coronavirus, sous, Biden, mais aussi sous Trump, et qui visiblement a menti à tout le monde, mais au-delà de ça, qui a eu une carrière de malfaisance assez vaste auprès de ces virus, jusqu'à devenir ce monsieur Covid, qui aujourd'hui est devant le Sénat. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Anthony Fauci était devant une enquête parlementaire du Sénat cette semaine et pourquoi il a utilisé le Fifth Amendment 111 fois, c'est-à-dire qu'il n'a répondu à aucune question. Ouais. Déjà une petite précision, je suis PhD en biologie et je suis spécialisée en immunologie. C'est pas tout à fait Immunologie. pareil par rapport à la microbiologie. Je suis vraiment spécialisée sur la réponse immunitaire induite par les pathogènes en cas de contamination par exemple, ou en cas d'inflammation interne, comme par exemple la neuroinflammation. Mmh. Ça, c'est plutôt mon domaine. Et là, mon domaine recoupe un petit peu celui d'Anthony Fauci, puisque Anthony Fauci est aussi un spécialiste d'immuno. Il avait notamment travaillé sur l'immunorégulation et sur la façon dont le VIH contournait le système immunitaire pour s'installer de façon pérenne dans l'organisme. C'était un grand spécialiste du VIH. Alors Anthony Fauci, en effet, il a été auditionné le 29 juillet 2026, donc il y a à peu près 2 jours, devant une commission du Sénat américain, donc présidée par le sénateur Rand Paul. Donc, Mmh. et pourquoi est-ce qu'il a été auditionné? En fait, on va l'interroger sur son rôle dans la gestion de la pandémie Covid-19, les financements du NIAID, notamment via EcoHealth Alliance, liés à des recherches à Wuhan pour le développement notamment du SARS-CoV-2. Les questions sur l'origine du SARS-CoV-2, hein, sachant qu'on est toujours en débat sur la théorie lablique et zoonose en sciences. Mmh. D'éventuelles contradictions ou manque de transparence dans ces déclarations passées sous serment. Et puis la publication donc récente par Rand Paul de plus de 1100 pages du journal personnel de Fauci pendant la pandémie. Donc c'est quand même beaucoup de points à évoquer, hein. Mmh. Sachant que cette audition s'inscrit dans une série d'enquêtes en fait parlementaires, donc dans la Chambre et le Sénat américain, qui se poursuivent depuis plusieurs années sur les origines du Covid, donc qui restent Mmh. toujours en suspens, les financements de la recherche à haut risque, on va parler de la recherche DURC ou la Dual Use Research of Concern, la Ouais, ça c'est communication important. et les bien sûr, très la communication et les décisions de santé publique pendant la pandémie, et puis les conflits d'intérêts et la transparence des agences, hein, notamment au niveau des financements. On va voir que Mmh. ça représente plusieurs millions de dollars qui peuvent se traduire en des sommes énormes, en fait, et qui passent d'un institut à un autre. Mmh. Donc, c'est très particulier. Alors, d'abord, sur l'origine du Covid, tu dis qu'aujourd'hui, la communauté scientifique n'a pas tranché, l'enquête, n'a pas abouti. On n'est pas sûr à 100 que c'est une fuite de laboratoire ou que c'est une zoonose. Il y a pas aujourd'hui une théorie qui prend le dessus sur l'autre ou des preuves qui vont dans un sens ou dans l'autre? On en est où, en fait, sur ces origines? Alors, on a beaucoup d'arguments en faveur d'un lab leak. On a beaucoup, Ouais. beaucoup d'arguments en faveur d'une origine laborantine. Globalement, qu'est-ce qu'on a comme élément tangible en notre main pour dire que en fait, ça sort d'un labo? La proximité géographique, déjà pour commencer, hein. L'épidémie a démarré à Wuhan. Bizarrement, la ville abrite un institut de virologie, d'accord, le WIV. C'est l'un des principaux centres mondiaux de recherche sur les coronavirus de chauve-souris apparentés au SARS. On a des recherches à risque menées au WIV, hein, donc les travaux sur les virus SARS-CoV, donc les chimères, les passages de culture, les gains de fonction potentiels, et financés en partie via EcoHealth Alliance, dont on va reparler après. Ouais, On a ouais. aussi la proposition Defuse, hein, en 2018.
qui envisageait explicitement de travailler sur les coronavirus et notamment d'engager, d'inclure, d'insérer un site de clivage furine dans le SARS. Alors, tu peux nous expliquer ce que c'est parce que c'est assez technique. On reviendra sur ces gains de fonction, mais déjà rapidement, cette histoire de furine, qu'est-ce que ça veut dire en fait d'un virus quand on découvre ça dans un virus? Ben, ça veut dire qu'en fait, le virus, la pathogénicité, c'est-à-dire la capacité de transmission et la toxicité en fait, de l'agent pathogène est augmentée, c'est-à-dire qu'il est rendu plus fit, plus apte à contaminer l'organisme, et donc avec une capacité de contamination et de contagion, de dispersion beaucoup plus important. Mmh. Et oui, et notamment d'envahir les organismes. Quand on parle du SARS-CoV-2, on parle d'un virus qui va toucher plusieurs systèmes. On va dire ça un virus multisystémique. Parce que notre organisme, il est composé de différents systèmes. Vous avez le système cardiovasculaire, vous avez le système rénal, vous avez le système digestif, vous avez le système musculaire, etc. Donc on est composé de différents systèmes. Quand on parle d'un virus multisystémique, c'est un virus qui est capable de se diffuser dans tous les systèmes de l'organisme. Donc la capacité de contamination et de contagion, de transmissibilité du virus est augmentée, et ce virus, il est plus apte à se disséminer dans l'organisme, y compris d'aller toucher ce qu'on appelle le système nerveux central. Ce qui est le cas du Covid en l'occurrence, hein, Tout qui, à fait, qui c'est un se virus qui se met neurotrope. sur les zones cérébrales, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Et il faut savoir que, par exemple, ce type de site de clivage furine, on va le retrouver sur d'autres agents pathogènes qui ne sont pas forcément des moindres, comme par exemple le VIH ou Ebola. D'accord. Et alors justement, Anthony Fauci, on y reviendra, est un expert, hein, du VIH, Tout à et a fait. travaillé aussi sur Ebola. Bon, Oui, il y a tout pas à de hasard. Non, et là, il y a plus de hasard, en fait. C'est là où je me suis posé la question, en fait, quand j'ai lu, en fait, on va dire le CV, le cursus d'Anthony Fauci, je me suis dit: «Mais il a pas tiqué face au site de clivage furine? Ça a pas fait du bing là-dedans? Ça lui a pas, montré?» On sait très bien que ce site de clivage furine, on va le retrouver sur la GP160, qui est une protéine d'enveloppe du VIH et qui permet de cliver, de libérer la GP120 du VIH. Cette molécule, la GP120, elle est impliquée dans les mécanismes de tolérance immunitaire, dont Fauci est un spécialiste, mais également dans la neuroinvasion, en fait, c'est-à-dire la capacité de pénétration du VIH dans le cerveau avec la neurotoxicité. Donc Fauci était forcément au courant qu'un site de clivage furine comme ça, arrivé comme par hasard sur une molécule qui est la spike du SARS-CoV-2, ça sentait mauvais. Et il devait bien se douter que si on injectait à tout le monde un code, donc l'ARN messager modifié, capable de faire produire par nos cellules une protéine spike similaire à la spike du virus, avec un site de clivage furine conservé et potentiellement fonctionnel, ça pouvait induire la libération de fragments de la spike potentiellement neurotoxiques. Mais alors c'est là où moi je décroche, comment, on en arrive, avec, Moderna à créer ce produit ARN qui a été appelé vaccin, sachant, les dangers de la spike? Et donc là, quel était l'intérêt de ce produit? Alors, l'intérêt de ce produit, officiellement, c'était de créer des anticorps qui permettaient de bloquer la spike du virus, hein, un peu pour empêcher le virus de pénétrer dans l'organisme grâce à des anticorps dits neutralisants. Ouais, Mmh. problème. Non seulement il y a un site de clivage furine qui a été conservé entre la spike 2P dite vaccinale et la spike virale, mais en plus la spike du virus mute. Autrement dit, les anticorps qui ont été fabriqués par les injections anti-Covid en fait, perdent de leur efficacité, puisque des anticorps, ça agit par conformation, ça agit par, on va dire, complémentarité conformationnelle. En gros, si ma spike, elle a l'air d'un point, mon anticorps va venir épouser ce point, mais si mon point, il mute, par exemple, il devient comme ça, Ouais, mon ça a plus anticorps, d'intérêt. il marche plus. C'est ce que l'on appelle des mécanismes d'évasion immunitaire ou d'échappement immunitaire. Et donc ça, en fait, ça aurait déjà dû percuter quand on a eu très rapidement les variants Mmh. du SARS-CoV-2.
Bah, alors Qui ce sont qui est arrivés bizarre, très rapidement, hein, pendant la campagne de vaccination d'ailleurs. très vite, très, Mmh. très vite. Et d'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est qu'on s'est rendu compte que certains variants présentaient des mutations qui étaient orientées. Mmh. Donc on s'est posé C'est-à-dire? la que ben, c'est-à-dire qu'en fait, on se pose la question de: est-ce que certaines mutations qui permettent l'échappement immunitaire ou la pathogénicité, en fait, des variants, comme par exemple le variant delta, Mmh. est-ce que c'est naturel ou est-ce que ça a été trafiqué par la main de l'homme? On en a d'autres, les variants omicron. Les Mmh. variants omicron, on se pose la question aujourd'hui et encore aujourd'hui, on a un variant qui est sorti avec une mutation, très particulière qui crée un deuxième site de clivage furine au niveau de la sous-unité S2 de la spike. Bon, heu, quelle est la probabilité pour avoir une mutation orientée aussi précisément avec une mutation qui est particulière? Donc là, ça voudrait dire que les gains de fonction ont continué pendant l'épidémie? Bah oui, oui, non seulement enfin ça aurait pu, alors soit ça a continué pendant l'épidémie, soit il y Mmh. avait plusieurs virus de préparés dans les bacs. Mais Ouais, là d'accord. aussi Ouais. oui, mais là le problème c'est que, comment dire ça? Dire qu'il y aurait eu plusieurs virus, préparés dans les bacs avec des libérations, là ça démontre l'intentionnalité. Oui, On c'est est ça, ce d'accord? qui n'est pas démontré aujourd'hui, attention. Et Aujourd'hui, on est, sur une fuite non intentionnelle, ou une zoonose. La question étant, est-ce que le virus a été trafiqué par un gain de fonction dans le cadre d'une recherche DURC, donc dual use, c'est-à-dire à la fois militaire et à la fois civile? Mais là, tout ça, c'est des questions qui n'ont pas trouvé de réponse aujourd'hui. On est tout d'accord, à hein? fait, tout à fait. Par contre, on a des éléments de réponse. Quand on a un nouveau variant qui arrive d'on ne sait où, qui apparaît comme par enchantement d'un claquement de doigts, avec des mutations orientées, wow! Ouais. Ça doit Heu, faire alerte à tous les niveaux, quoi. et ben et et c'est oui. pareil, sur le produit, Moderna, ARN messager, visiblement la communauté scientifique autorisée, trouvait ça génial. Pourquoi? Pourquoi c'est parce que ce remède effectivement, il est génial en soi ou est-ce que c'était un test grandeur nature sur, des millions d'humains? Alors non, ce produit n'est pas génial en soi. Je veux dire, il y a pas de voilà. La révolution technologique, c'est l'encapsulation de l'ARN messager modifié qui a été modifié et pour lequel Carico, par exemple, a reçu le prix Nobel, dans des Mmh. nanoparticules lipidiques pour qu'ils puissent s'intégrer et faire produire l'antigène par nos cellules, ce qui mime quasiment, en fait, l'infection naturelle, en Ouais, gros. c'est ce qui est dingue, en fait. Oui, non, mais Bon, c'est OK. voilà. Bon. Mais en tout cas, c'est pas ce qu'il y a de plus, voilà, c'est, je le problème aussi, c'est qu'en fait, on a un véritable problème qui aurait dû percuter dans la tête de certains scientifiques, c'est, ben, les nanoparticules lipidiques, ne sont pas vectorisées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas adressées, c'est-à-dire qu'elles ne ciblent pas des types de particuliers de cellules. Autrement dit, Mmh. elles ont des capacités de diffusion dans l'organisme. Partout. Voilà, voilà. Mmh. Bah, en fait, elle passe par le système lymphatique et le système lymphatique, c'est le système du drainage du corps humain. Donc vous Ouais. l'avez en parallèle et partout. Et ça, c'est les risques, aujourd'hui ne sont pas évalués. Non, On ne sait pas ce que peut faire sur le moyen et long terme, ce produit ARN à l'organisme humain. non et en plus, j'irai même plus loin, c'est qu'en fait, ils se basent sur parce qu'ils disent que ça n'est pas pathologique, enfin, ça n'est pas pathogène, ça n'est pas dangereux parce qu'en fait, la production de spike est transitoire et de faible quantité, hein, d'après, ce qu'on a comme données. Moi, j'émets de gros doutes scientifiques en disant que la production, elle est peut-être transitoire et encore, si j'ai des éléments scientifiques pour dire que, cette on peut avoir un maintien, en fait, des cellules qui ont été transfectées, donc qui ont reçu l'ARN messager modifié en vie, via la production de la spike, en activant un petit bouton qu'on appelle mTOR. Mmh mh. Ce qui permet de maintenir, en fait, la cellule transfectée en vie, donc avec des capacités de production dans le temps. Et ben, en fait, la protéine spike, elle a des propriétés particulières qu'on appelle amyloïdes et amyloïdogènes. C'est-à-dire que si elle est découpée en petits fragments par nos enzymes, ce qui est le cas, en fait, ces petits fragments, au lieu d'être éliminés,
ils vont se déposer, en fait, dans l'organisme sous forme de dépôts amyloïdes et mieux, ils vont entraîner la production de fibres amyloïdes et de dépôts dégénératifs par notre propre organisme. Par C'est-à-dire des exemple, cancers, voilà. C'est pas les cancers, c'est des des maladies qu'on tumeurs? appelle C'est quoi? c'est ce qu'on Ouais, appelle des amyloses. Les OK. amyloses, ce sont des pathologies dégénératives et du coup, du fait de ces pathologies dégénératives que la spike est capable d'induire, nous n'avons aucune preuve à ce jour de la capacité de clairance, c'est-à-dire d'élimination de la Par spike l'organisme, de ouais. l'organisme. Et c'est quoi ces maladies, dégénératives? Alors, on a par exemple, on les connaît essentiellement sous le nom d'Alzheimer, de Mmh Parkinson, de mh. Creutzfeldt-Jakob, mais également des fibrinoïdes. Alors, les fibrinoïdes, c'est de la fibrine qui a été induite, qui a été mise en conformation amyloïde au contact de la spike et qui se dépose sur la paroi, par exemple, des vaisseaux sanguins ou qui forment des microcailloux qui bouchent les capillaires sanguins. Et ça fait des Donc, AVC? C'est ben, en fait, vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez des fibres blanches dans Die Suddenly. Vous savez, oui, les tuyaux oui, oui, blancs les longs trucs blancs, ouais, ouais, qui ouais, étaient que les thanatopracteurs arrivaient à sortir des cadavres, en fait. Bon, bah ça, c'est typique de dépôts de type amyloïde, donc une amylose, d'accord, qui touche le système sanguin avec des dépôts dégénératifs, en fait. Et ça, on ne peut pas les enlever. On ne sait pas les enlever. On ne sait pas enlever. Une fois que les amyloses sont mis en place, ces espèces de tuyaux blancs, caoutchouteux, ça c'est cumule, très, ouais. ça s'accumule, c'est très élastique. Et pour les enlever, enfin, c'est résistant aux enzymes. Donc, on n'arrive pas à les enlever. C'est quelque chose, une fois que c'est mis en place, c'est quasiment irréversible. Ouais. Et ça, mais ça existe, avant la spike? C'est-à-dire c'est des maladies qui existent, mais qui sont provoquées, accélérées par la spike, c'est ça? Oui, puisque la spike Ouais. a elle-même, c'est-à-dire en elle-même, la capacité de former des fibrilles et de former des amyloses, Mmh mh. d'accord? Mais elle est capable aussi d'induire dans notre organisme la production même de ces fibres. C'est un peu comme si vous aviez autrefois, avant la spike, avant le corona, on avait des Alzheimer, on avait des capacités, c'est-à-dire que notre organisme dégénérait, notre Mmh. cerveau produisait des fibres A bêta 42 qui se déposaient dans le cerveau et qui faisaient que, ben, en fait, nos capacités, on avait des démences, on perdait notre mémoire, etc. D'accord? Ces fibres A bêta 42, elles sont produites naturellement. D'accord? C'est même un peptide antimicrobien, en fait, à la base. Mmh Elles mh. sont produites naturellement. Eh bien, la spike, elle est capable d'induire la production de ces fibres par notre organisme, d'interagir avec ces fibres pour provoquer, en fait, la mise en place de dépôts dégénératifs. C'est fou et ça, aujourd'hui, on a donc le retour quand même, médical là-dessus? Ou est-ce qu'il y a pas de consensus? Et dire ça, c'est encore du domaine, du complotisme pour, certains scientifiques? Pas du tout. Aujourd'hui, on a un groupe, en fait, on a plusieurs publications qui sortent. Alors, ça remonte à Nierstrom et Hammerstrom. Mmh mh. Donc des publications dès 2021-2022, je crois, en début 2022. Puis ensuite, on a eu aussi les travaux du groupe Eteresa Pretorius. Donc tout ce consortium de groupements de scientifiques. On a même eu le docteur Amy Proll de Polybio RF Mmh. qui aujourd'hui parle également des microcaillots amyloïdes et même des fibrinoïdes. Donc non, c'est pas du tout complotiste de dire que la spike a des propriétés amyloïdes et amyloïdogènes et donc dégénératives. Hein. C'est Et toi référencé dans la littérature scientifique et c'est absolument pas sorti d'un chapeau de magicien. et ça, on le savait avant le vaccin ARN ou c'est des recherches qui ont été faites après? Après, en fait, on a découvert globalement, ça a été quasiment concomitant en fait. Et Ouais. c'est pour ça que je pense pas qu'ils savaient réellement en fait ce qu'ils avaient créé, ce qu'ils Mmh. avaient induit et ce qu'ils avaient engendré en termes de monstres Enfin, moléculaires. ils avaient quand même, une petite idée quand on voit les clauses, de non-responsabilité qui ont été mis dans les contrats par Pfizer. Oui,
Parce que en fait, comme on découvrait globalement la spike, c'est quelque chose, on savait déjà à la base que par le SARS-CoV-1 et par le MERS, que la spike, elle n'était pas gentille, quoi. On savait qu'elle était déjà toxique à la base. Voilà. Mais par contre, on ne savait pas les propriétés qu'allait avoir la spike du SARS-CoV-2 dans sa totalité, Mmh. c'est-à-dire les Mmh. activités biologiques de la molécule même. Ouais. Comment on peut penser, que des scientifiques comme le docteur Fauci ont ensuite été les avocats, de ce produit? Je parle même pas des confinements et cetera, mais surtout qu'ils ont poussé à la vaccination des enfants. Sachant que les enfants, s'ils n'avaient pas de comorbidité, le covid était dangereux certes, pour eux, mais peut-être moins que ce produit, dont on n'avait pas suffisamment de recul. Comment c'est possible de se dire: «On va vacciner des enfants avec un produit tel que l'ARN messager?» Vacciner pardon, injecter. Alors là, moi, je suis pas dans la tête de psychopathe. Excusez-moi de le OK. dire. Je suis pas dans la tête de gens comme ça. Je pense sincèrement que, il y a eu une partie de trouille quand même, hein. Ils ont Mmh. chié dans leur froc. Je vais vous le dire carrément. Ils ont chié dans leur froc. Déjà, il faut savoir, c'est qu'au WIV, donc Wuhan Institute of Virology, il y avait pas que le SARS-CoV-2, hein. Il y avait aussi Ebola qui était Il y a travaillé tout. dedans. En Ouais, fait, ils travaillent sur tous les pathogènes ultra dangereux, parce que le P4, c'est le niveau ultime ouais, de ces c'est labos quatre. dangereux. Mmh. Ouais. Mais voilà, donc du coup, en fait, je crois qu'ils savaient même pas trop quel type de virus avait échappé, je crois. Donc ils ont eu peur vraiment, ouais. Ah ouais, Parce ils ont que eu la chiasse. Oui, 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 donc oui, donc ça va dans le sens d'un virus manipulé par l'homme, oui. nouveau donc non naturel, et qui vient de la recherche d'Urk et là, il faut qu'on s'arrête quand même, longtemps sur cette recherche d'Urk parce que c'est extrêmement flippant, pour ne pas dire autre chose. Ah, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que, ce cadre de recherche, dit DURC, ce que ça veut dire? Et surtout, qu'est-ce que ça signifie en réalité, pour nous pauvres humains? alors, DURC, c'est le Dual Use Research of Concern. C'est à la fois, c'est-à-dire, c'est qu'on va avoir la possibilité, par des équipes de scientifiques, de travailler sur des pathogènes dans le but d'augmenter leur potentiel pathogène, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle des gains de fonction dessus. D'accord? Et comment expliquer cela? On peut il y en a certains qui vont travailler sur la vectorisation, d'autres qui vont travailler sur la manipulation au niveau génomique, c'est-à-dire qu'ils vont insérer des séquences dans le pathogène pour le rendre plus apte, un peu comme on a inséré le site de clivage furine au sein de la spike du SARS-CoV-2. Et l'objectif de ce Dual Use Research of Concern, c'est donc d'augmenter la pathogénicité d'agents, de micro-organismes, Donc le rendre plus mais létal, plus dangereux? plus dangereux, mais dans le but de prévenir les futures pandémies. Ah super. Donc c'est Et vraiment de pour le bien de l'humanité, d'accord. voilà, c'est pour le bien de l'humanité. Et en plus, non seulement c'est pour le bien de l'humanité, mais en plus, c'est pour aussi développer les thérapeutiques qui vont avec. C'est vachement bien Ah, c'est top. Et et c'est c'est pour pour ça ça que, que ça arrive si rapidement avec Warp Speed et qu'on a la réponse tout de suite. ah, globalement, oui. Mmh. Honnêtement, si on regarde les éléments qu'on a en notre possession, on pourrait se dire quasiment que le SARS-CoV-2 a été développé en même temps que, en fait, les countermeasures, c'est-à-dire les moyens de prévention. Mmh. Et c'est pour ça que je pense que de toute façon, ils ne connaissaient pas toutes les activités biologiques de la spike, puisque ça avait été développé quasiment en parallèle, et que, en fait, après, la recherche scientifique avançant, quand on a étudié le Mmh. pathogène, on s'est dit, oh putain la merde. Donc voilà. Et ça, c'est pareil. Confronter Mais Anthony aussi Fauci sur ces éléments-là, il peut pas en ça, parler, non. mais dans le cadre de la recherche DURC, hein, Dual Use, est-ce qu'il y a aussi un cadre militaire? Alors, oui, bien sûr, dans le sens où, par exemple, le projet Diffuse avait été examiné, et puis qu'en fait, au niveau du WIH, donc au niveau de l'Institut de virologie, on a eu des financements en lien avec la DARPA, par exemple, via EcoHealth Alliance, ou encore le DoD, hein, le département de la défense américaine. Et d'ailleurs, même le professeur Francis Boyle, qui avait été à l'origine d'un traité pour justement bloquer en fait le développement des bioweapons, hein.
Mmh. Donc avait dit, à ce moment-là, «Attendez, le dual use research of concern, c'est la façon de contourner, en fait, le développement des armes biologiques et de rendre des pathogènes plus ou moins létales pour développer des countermeasures, pour développer des remèdes». Et Mmh. c'est là où il a dit, Francis Boyle, le professeur Francis Boyle, vraiment quelqu'un qui était extraordinaire, a dit que de toute façon, la spike du SARS-CoV-2 venait, le SARS-CoV-2 était un GOF, un gain de fonction, et Ouais. que la DARPA avait financé Moderna pour développer la countermeasure, rendant aussi, en fait, comme c'était en fait une spike 2P qui est similaire à la spike du virus, et en fait, c'est une arme biologique également. Donc là, aujourd'hui, la législation internationale fait que les armes biologiques sont interdites, me semble-t-il. Ouais, Et donc normalement, oui, mais pas les dual use research of mais voilà, concern. et pour contourner ça et continuer à quand même, jouer au Frankenstein, on utilise la dual use pour, faire joujou avec des virus ultra dangereux. Alors là, c'était la chauve-souris, mais, on pourrait voir Tout que, à fait. on a la même chose, et c'est là où on fait le lien avec Ebola, par exemple. Et Et le docteur Fauci est aussi, très présent dans, l'affaire, les différentes, épidémies d'Ebola en Afrique. Est-ce que tu peux nous raconter là aussi les étranges coïncidences? ah bah oui, en fait, on a eu, en 2014, une épidémie d'Ebola, en Afrique de l'Ouest, sur une zone qui n'avait jamais connu, de flush Ebola, ou d'épidémie Ebola avant, hein. Avec un pathogène qui a, été extrêmement contagieux, qui avait touché, je crois, alors de bonne mémoire, parce que c'est 26 800 personnes, je crois, et avait fait plus de 11 000 morts. Donc un pathogène qui était quand même assez, fort, et en plus avec une épidémie qui avait duré relativement, longtemps dans le temps, de 2014 à 2016. Et bizarrement, on va retrouver, des gens qui vont intervenir sur cette épidémie, dont Anthony Fauci, sur cette épidémie-là, et on va retrouver aussi des scientifiques, bizarrement, qu'on va retrouver pour la crise du SARS-CoV-2 également, mais dans le cadre pour masquer, en fait, l'origine laborantine du SARS-CoV-2. Ces 4, Sont-ils? moi je les appelle les 4 mousquetaires. Ouais, C'est Anderson, Christian Anderson, Eddie Holmes, Rambo, oui, pas le Rambo, Rambo, ouais, mais un autre. voilà, et Gary. Ce sont les 4 mousquetaires qu'on va retrouver dans le papier qu'on appelle Proximal Origin of SARS-CoV-2, qui déclare l'origine zoonotique du SARS-CoV-2, et Pour qui ont couvrir le couvert, en fait, laboratoire, ouais. voilà, qui ont couvert le LabLeak pour le SARS-CoV-2, et qu'on a retrouvé également pour Ebola 2014. Et qui Donc, avait quelle conclusion sur le Ebola 2014 à ce moment-là? bien sûr que c'est une zoonose, forcément, Aussi. ipso facto, Mmh. voilà. Et ces Donc gens-là sont tous, américains? non, pas tous américains. Il y en a 2 qui viennent, des États-Unis, mais il y en a un Mmh. qui est anglais et l'autre qui est australien, de bonne mémoire. D'accord. Mais ils ont tous en commun d'avoir bénéficié en fait, de subventions, d'Anthony Fauci. Notamment, par exemple, Andersen, je crois que c'était environ 8,9 millions d'euros, je crois, non, de dollars, pardon, de dollars, bizarrement, pour financer Pour des la recherches. recherche, pourquoi? C'est ouais, c'est Oui, ça? C'est alors attendez, comment c'est? c'est pour sa recherche, mais pour Ebola, dans la zone même où il y a eu l'Ebola en 2014. Et le pardon de Joe Biden qui est accordé à Fauci avant que Joe Biden ne quitte la Maison Blanche remonte à 2014, Bizarrement. date de cette fameuse épidémie d'Ebola, là où elle n'avait jamais eu lieu et d'une violence inouïe. Ouais. Bizarre, là encore une coïncidence. Une étrange coïncidence. On va retrouver exactement quasiment les mêmes protagonistes, quasiment au poil de cul près. Mmh. C'est-à-dire qu'on va retrouver Peter Daszak avec EcoHealth Alliance, on va retrouver Metabiota avec Nathan Wolf, illustre personnage très controversé. On va retrouver également les 4 mousquetaires dont je vous ai cités, hein, les scientifiques, voilà. On va retrouver Jérémy Farrar de la Wellcome Trust. On va retrouver Anthony Fauci, of Mmh. course. Donc bizarrement, on se retrouve sur 2 épidémies quasiment avec les mêmes protagonistes, quasiment. Alors, c'est, et à quand même 10 ans d'intervalle, quasiment.
Mmh. Aujourd'hui, Fauci a eu le droit au pardon présidentiel, mais il est quand même devant une enquête sénatoriale et on voit bien qu'il a des choses à cacher, contrairement à ce qu'il disait, hein, qu'il avait rien à cacher, qu'il était prêt à répondre à toute enquête. On voit bien que c'est pas Mmh. du tout le cas. Qu'en est-il de ces autres mousquetaires? Aujourd'hui, que font-ils? Alors, pour Morantz, lui, donc c'était son bras droit, c'était le maillon faible. On aurait pu, je pourrais me parodier carrément, Laurence Boccolini en disant: «Vous êtes le maillon faible, vous allez sauter». En fait, c'est le gars qui a laissé le plus de traces écrites et qui lui attire aujourd'hui des ennuis, en fait. OK. Voilà. Il aurait pas dû. Mais bon, je pense que Fauci, voilà, Fauci ne le défendra pas. Il se taira, il continuera à se taire, il a tout intérêt. Après, on a Peter Daszak. Alors, Peter Daszak, lui, a eu des problèmes hein, à la suite de ses différentes auditions américaines hein, sous serment. Il a été débarqué hein, des Coels Alliance. Mais bon, ça ne l'a pas empêché de reconstruire une organisation strictement à l'identique pour le suivi, en fait, des épidémies et des virus. Hein. Il continue son bonhomme de chemin, tranquille, Oui, oui, pas de d'accord. problème. Jérémy Farrar de la Wellcome Trust est passé à l'OMS, hein, justement pour la surveillance des épidémies également, comme par enchantement. Et en plus, il a un pied en Europe et il lutte contre la désinformation. Des informations scientifiques, hein. C'est Ouais, ça, bien et sûr. médicales. Oui, Comme le oui. fait d'ailleurs Agnès Buzyn qui a sa fondation, pour la défense de la science et contre la désinformation scientifique. On a exactement les mêmes et on rappelle qu'évidemment à l'origine de Wuhan, il y a le mari d'Agnès Buzyn, et Tout à la fait. présidence française. Mmh. Voilà, tout à fait. Alors, ce qui est rigolo aussi par rapport à Jérémy Farrar, c'est qu'il est aussi impliqué dans le papier du Proximal Origin of SARS-CoV-2, c'est-à-dire l'origine zoonotique Ah bah du oui. SARS-CoV-2. Ah ouais. Puis on l'a beaucoup entendu aussi à un moment donné sur l'épisode de hantavirus qui a frappé, enfin, qu'on a Ah oui, entendu, récemment. qui a secoué ouais, le hantavirus. Mais aussi parce que derrière hantavirus, il y avait aussi un autre Ebola. Oui, 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 en même temps. En même Alors, temps. la Mm, variole du mm. singe n'a pas eu le succès escompté. On a vite débranché, la variole du singe. Mais par contre, c'est vrai que hantavirus, Ebola en même temps, avec, l'idée que ça pourrait revenir n'importe quand. Et puis alors tout de suite, la machine médiatique s'est mis en branle, hein, comme un bon Tout de petit suite. soldat pour faire peur. Les masques sont arrivés comme par enchantement dans les supermarchés, immédiatement. Évidemment, les mêmes spécialistes étaient là pour nous expliquer, «Oui, vous savez, ça peut arriver n'importe quand. C'est encore la En faute gros. d'une bestiole à poil dans une décharge, d'un rat, d'un oiseau, de ce que vous voulez». Et D'une ça fonctionne. Mais d'une défécation de souris. Excusez-nous. ouais, voilà. Mais c'est bon, ce qui est vrai aussi, hein, évidemment, il y a des zoonoses, elles Oui, tout existent, à fait. et depuis longtemps. La question qui se pose aujourd'hui, c'est la main de l'homme, en fait, et de l'homme, plutôt américain, du département de la défense, de la DARPA, ou d'ailleurs sur des virus extrêmement dangereux. EcoHealth Alliance, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est? Parce que, c'est eux qui finançaient les recherches à Wuhan. D'où viennent leur argent? Quelle est cette structure? Est-ce que c'est une structure d'État indépendante? Qui met des Tout billes dedans? Et qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Alors, EcoHealth Alliance, c'était, en fait, une sorte de, comment dire ça? D'institut qui permet, en fait, de traquer, des virus et des pathogènes. On va le retrouver notamment avec, en lien, en partenariat avec, le programme PREDICT de l'USAID. Alors l'USAID, c'est l'United States Agency of International Development. Donc c'est l'agence américaine d'aide internationale au développement et c'est, on peut dire, un programme qu'on appelle le programme PREDICT et qui permet de, en fait, chercher les pandémies émergentes, en fait, les menaces épidémiques émergentes, Il qu'on faut appelle les expliquer que ouais, l'USAID aussi, USAID, c'est quelque chose qui a été, immédiatement, sous, l'œil de Trump pour, virer un paquet de financements. Parce que tout à fait. cette institution, utilise aussi, son pouvoir international pour, créer des changements de régime, financer des médias et cetera et cetera. Donc il y a tout un pan au-delà de la recherche, hein, mais qui est vraiment sur de l'ingérence, pure et dure, Pur et dur. Mmh. américaine dans des pays à l'étranger, ouais. Bah, en fait, si on y réfléchit bien, l'Emerging Pandemic Threats, enfin le programme PREDICT, c'est quand même de la chasse aux virus qui sont déjà à l'origine, à la base, extrêmement dangereux.
d'accord? Mmh. Et qu'on va étudier, en fait. Alors, on ne sait pas trop dans quel angle on va les étudier, hein. Ça pourrait très bien tomber sous les DURC, en fait. Mmh. Et l'objectif étant, ben, de créer, en fait, de prévenir les futures pandémies et de prévoir, en fait, les traitements, adéquats, en fait. C'est, Donc ça, c'est toujours la version officielle, hein? C'est-à-dire on est ouais, là pour c'est toujours la version officielle, oui. Ouais, ouais, ouais. et Mais donc bon, EcoHealth Alliance bénéficie du USAID, enfin de ces fonds-là? de bénéficient de ces Ouais. fonds-là et une partie de ces fonds ont été réorientés sur le WIV. Qu'est-ce qu'on a également? On a des financements du, DoD pour Department EcoHealth of Alliance. Defense, ouais, très bien. Voilà. Donc là, c'est clair. Heu, voilà. Oui, c'est la c'est militaire, hein, il n'y a pas de voilà. Et à la DARPA Et la aussi. DARPA qui est aussi, l'outil de financement des programmes de recherche militaire, aux États-Unis. Voilà. Donc, Bon, bah, en c'est fait, ouais, EcoHealth Alliance, c'est ça, et en fait, ça travaille, c'est un réseau de travail, quand même avec la Wellcome Trust, avec, Metabiota. Ah, Metabiota. Et avec des projets qui sont, comment dire ça? Ben, un peu, enfin, qui moi, en fait, me poseraient des questions comme, par exemple, le Global Virome Project, par exemple. c'est quoi ça? Heu, alors c'est, un truc qui est encore plus grand, plus en projet plus ambitieux, que Predict, en lien avec l'USAID. C'est un projet international extrêmement ambitieux de chasse au virus à l'échelle planétaire. Donc l'objectif, c'était de identifier, séquencer et caractériser la grande majorité des virus encore inconnus présents chez les animaux sauvages, surtout les chauves-souris, les rongeurs, les primates, hein, primates, VIH, qui ont un potentiel de passage à l'homme, hein, soi-disant les zoonoses. D'accord. Euh, les figures clés de ce projet, de ce Global Virome Project, c'est Denis Carroll, qui est ancien responsable de l'USAID, Emerging Threats, Peter Daszak, EcoHealth Alliance, Même. Jonah Mazet de One Health Institute, USC Davis, Nathan Wolf de Metabiota. Ouais, Metabiota revient souvent. Mmh. Et Georges Fugao, du directeur du CDC chinois, en fait. Donc l'objectif de ce truc, c'était de se financer à 1,2 à 3,4 milliards de dollars et de durer environ 10 ans pour une collecte massive d'échantillons. Alors, qui dit collecte massive d'échantillons dit forcément laboratoire associé et stockage. Stockage et ensuite tripatouillage, quoi. Voilà. Ça peut. Pourquoi pas? Why not? Mais c'est un projet qui est énorme. Donc, Et là, ils veulent recenser tous les virus tueurs qui potentiellement vont poser un problème à l'homme et en faire un catalogue, c'est ça? ouais, en gros, c'est En ça. quelque Mais en fait, sorte? Ouais. on a déjà des databases, des séquences Ouais. de génomes viraux qui sont répertoriées, dont on peut avoir les accès sur NCBI Mmh. ou sur PubMed. Et C'est pas un problème, ça. aujourd'hui, est-ce qu'on a les chiffres, du nombre de laboratoires comme le laboratoire de Wuhan, qu'il y a sur la planète? Non, je les ai pas, j'ai pas le chiffre exact. Je Mais l'ai pas en tête. est-ce Mais est-ce que c'est public ou est-ce que c'est quelque chose qui est secret défense? Ou est-ce qu'on sait où ils sont placés? Puisqu'il y avait eu le scandale des biolabs, en Ukraine. On voit qu'en Chine, clairement, c'est les États-Unis qui finançaient des recherches extrêmement dangereuses, mais c'était en Chine, c'était pas sur le territoire américain. On sait que sur le territoire américain, il y a aussi, hein, des des labos. virus, des labos ultra dangereux, qui y sont. Ah, mais il y en a Heu, même en France, hein. En C'est pas, France, bah, à y a pas de Lyon, problème. autour de Lyon évidemment Bien et sûr, et ailleurs. bien sûr. À un moment, qu'est-ce qui, nous empêche de dire, bon, est-ce qu'il n'y aurait pas une loi internationale pour arrêter les conneries, les gains de fonction? On sait que c'est extrêmement dangereux, ça n'apporte rien à part des milliards à l'industrie pharmaceutique qui prépare les remèdes qui sont quand même assez pourris globalement, quand on voit les retours qu'on a. Est-ce qu'il n'y a pas là, aujourd'hui des responsables politiques qui devraient se dire: «Bon, ben, on va arrêter les conneries, arrêter les frais»? Alors, il y a un compte sur X que j'adore qui est Billy Botkinson,
Mmh. et qui a répertorié en fait l'ensemble des biolabs sur la planète. OK. Et il a fait une cartographie vraiment précise en fait des biolabs. Et c'est voilà, quand on regarde la map monde, c'est juste affolant. Voilà, on a le sang qui tombe dans les pieds et on se dit aïe, il y en a Le tellement. mal. Ouais, ça pourrait être Voilà, tous les mois, une nouvelle fête, au virus, quoi. Mmh. en gros c'est ça. Ouais. D'ailleurs, savoir de où exactement les variants ont émergé, de quel lab, de quel machin, etc. Ça va être. Alors Wuhan, si, Voilà. c'était quand même Oui, clairement ou géographique. la souche originale, oui, mais Ouais. les autres variants, Ah ouais, non, non, c'est vrai. D'ailleurs, hein, il y a la question de l'Italie, puisqu'il y oui, avait eu avant le coronavirus déjà des nombreux décès en Italie, dans une poche, je crois vers l'Italie du Nord, et puis ensuite il y avait eu beaucoup de décès, sans d'ailleurs, de réponse à cette énigme. exactement. On sait, c'est extrêmement compliqué et en plus, comme on n'a pas forcément l'automatisme non plus de séquencer tout de suite, Mmh. d'isoler, de séquencer tout de suite, en fait, les génomes et d'aller comparer avec les banques de données. Il faut savoir quand même que même pour le cadre du SARS-CoV-2, on a mis quand même plusieurs mois avant de trouver le site de clivage furine, hein. Mais ça, on l'a D'accord? mis parce que c'est difficile à Parce que trouver c'est ou parce non, qu'il c'est fallait trop de temps? parce que Shi Zhengli qui travaillait sur les coronavirus, notamment, celui du WIV, il n'avait pas publié le génome complet. Ah oui, c'est Donc vrai, en gros c'est vrai. eh ouais! Donc en fait, si on avait fait les recherches adéquates nécessaires en temps et en heure et qu'on avait joué la transparence, bon, on n'est plus à ça près. On aurait pu avoir déjà des blasts et puis se dire, mais putain, ça ressemble quand même fortement à des virus de chauve-souris qu'on connaît, dont les génomes ont été séquencés. Et c'est bizarre, on a une anomalie qui s'appelle un site de clivage purine. Ouais, ok, d'accord. Ouais, sauf qu'on l'a pas fait, ouais. Non, on l'a pas fait. Mais Donc, mais ouais. bah non. Et puis alors, c'est quelque chose qui est, voilà, c'est la recherche scientifique, c'est un domaine, c'est tout un pan de domaine Mmh. qui est particulier, surtout sur les DURC. C'est très Mmh. particulier. Donc, Est-ce que, justement le rôle d'Anthony Fauci, il était de distribuer l'argent, de surveiller ses recherches, de les orienter? Parce que, dans ses auditions qu'il a pu avoir au Sénat, on a appris qu'il avait autorisé le financement de recherches, sur, des fœtus avortés dont on scalpait, le cuir chevelu pour les implanter sur des souris. Enfin, c'est quoi le but de ces horreurs? heu, officiellement, c'est de faire progresser la science. Ouais, Mais bon, d'accord. mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, même pour la recherche, dure, qu'en fait, normalement, elle tombe sous, des réglementations, notamment la P3CO, en fait, Mmh mh. qui permet, en fait, de limiter et d'encadrer la recherche, dite, dual use research of concern. Sauf Donc que il y a dans le des règles? cas il y a des Ouais. règles à suivre, notamment pour l'attribution des financements, pour cette recherche dure. Le problème, c'est qu'en fait, Anthony Fauci considère que et puis a considéré que, le SARS-CoV-2 n'entre pas dans ces règles d'encadrement de la dual use parce qu'en fait, normalement, ça ne concerne que les pathogènes déjà existants. Or, pour OK. lui, le SARS-CoV-2 n'existait pas, Et ça, n'avait c'est pas justement de. pour créer une anomalie juridique et pouvoir faire plus de bidouilles? Voilà. Et en gros, que c'est ce qu'on dit, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, les origines du SARS-CoV-2 sont beaucoup plus sombres et beaucoup plus obscures qu'il n'y paraît, en fait. Ouais, C'est vraiment, c'est pour ça que Anthony Fauci, lui avouait dire que le SARS-CoV-2 est un lab leak, que la Spike est un goff. Pour lui, ce serait carrément avouer qu'en fait, il a contribué au financement d'un dual use qui est hors cadre, en fait, hors mmh. légalité. Ce qui s'est Euh, probablement passé en vérité. En ce qui s'est probablement passé en réalité, oui. Donc, Mmh. de toute façon, c'est quelque chose de. Donc, en gros, il joue sur les mots, en fait, Mmh. Mmh. concernant le mensonge. Quand on l'accuse de mentir, en disant oui, mais attendez, il y a EcoHealth Alliance, vous avez aussi financé via EcoHealth Alliance
vous avez participé à la formation au développement du SARS-CoV-2. Lui, Anthony Fauci, dit non, moi j'ai donné les financements à EcoHealth Alliance, mais je ne savais pas qu'il y avait un SARS-CoV-2 qui se développait derrière, quoi. Ouais. Donc, Mais EcoHealth Alliance le savait, en revanche. bah oui, de toute façon, il y a bien quelqu'un qui le savait. Notamment, je pense que Ralph Baric et Xi Zhengli, enfin, je veux dire, Ralph Baric et Xi Zhengli, c'est le scientifique, c'est un scientifique proche collaborateur de Ralph Baric, d'accord? Et Ralph Baric, c'est le papa des coronavirus. On le sait, ça. Je veux dire, c'est pas une information Ouais. qui est extraordinaire. Donc, quand on sait qu'on a Xi Zhengli qui travaillait sur les coronavirus à À l'Institut de Wuhan. virologie de Wuhan, ben voilà. Et ouais, bah, c'est exactement toujours les mêmes, hein, qu'on retrouve. Et alors l'autre, gros mastodonte, qu'on retrouve tout le temps, c'est Metabiota. Qu'est-ce que c'est Metabiota? Ah, Metabiota, c'est alors c'est une société de biotechnologie californienne spécialisée dans la prédiction et la surveillance des épidémies. Donc on Ah se oui, il retrouve y en a beaucoup, hein, il y en a ils beaucoup. font tous Il y en ils a font tous un beaucoup. peu, ouais, ils font tous un peu la même chose. Donc on a quand même un système, un écosystème où des gens, font beaucoup d'argent et un marché, hein, en l'occurrence, le virus augmenté, la dual use research où là, il y a quand même pas mal de monde, hein, Ah qui oui, 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 il y a beaucoup d'intervenants. Puis il y a beaucoup ouais. de pognon aussi. Donc, Et c'est ça, il y a beaucoup de pognon, ouais. ah oui, oui, oui. Donc, Metabiota, on va le retrouver avec Predict et l'USAID. On va le retrouver avec EcoHealth Science sur des projets de collecte et de séquençage de virus. Et on a également des échanges d'emails de 2020 révélés par la FOIA qui démontrent des discussions entre EcoHealth et Metabiota sur le partage ou non de séquences virales chinoises pendant la crise Covid. Metabiota, lui, a eu des problèmes opérationnels également pendant l'épidémie d'Ebola, hein, parce qu'on a retrouvé Metabiota également dans Ebola, comme je l'avais expliqué un peu plus tôt. Alors, Metabiota, c'est aussi Nathan Wolf. Lui, c'est un proche de Ghislaine Maxwell et de Jeffrey Epstein. Ah! Ouais, oui, oui. Ah tiens! Ouais. Mais comme Et Bill c'est Gates, dont on va parler bientôt aussi, hein. oui, 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 oui. Oh, il y a tout un écosystème, plus ou moins, qu'on retrouve parallèle avec, bizarrement, des gens très peu recommandables. Bref, donc lui, il est l'épicentre du réseau biologique de l'état profond. Donc, c'est non seulement le fondateur de Metabiota, hein, avec Hunter Biden aussi dedans, un angelot. Mmh. Il est membre, donc Nathan Wolf, il est membre du WEF. Il a siégé au conseil d'administration d'EcoHealth Science de Peter Daszak, qui a été impliqué dans Wuhan. Ça a été financé par la DARPA également, la fondation Gates, et a financé le projet Terramar de Ghislaine Maxwell avec les Clinton. Alors le Il est Terramar, c'était la fausse fondation de Ghislaine Maxwell qui était là pour la protection des océans, où elle était référente, hein, des Nations Unies. Elle allait dans le monde entier pour faire croire qu'elle avait une fondation. Cette fondation a disparu en une semaine quand Jeffrey Epstein a été arrêté la deuxième fois en revenant de Paris. Et on s'est aperçu qu'il y avait personne derrière, il y avait juste un site internet et que tout ça était totalement bidon, hein. C'est important de le souligner. Tout à fait. Et en plus, il est membre de la fondation H qui collecte des microbes et héberge des virus animaux partout dans le monde. Alors la Donc fondation H, lui, c'est un peu le boss, hein, ouais, comparé à c'est lui le Fauci. boss. Ouais. Personne n'en parle de Nathan Non, Wolf. On bah, le c'est connaît la preuve, c'est quasiment. bien la preuve que c'est le boss. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Alors, lui, la fondation Age aussi, c'est juste le blog de Jeffrey Epstein, hein, donc bon, voilà. Donc on va retrouver d'ailleurs des Nathan Wolf, Metabiota, donc dans ce type de projet de surveillance de virus à fort potentiel pandémique et sur lesquels on peut travailler pour former en fait, des pathogènes encore plus Voilà, adaptés, plus Nathan forts. Wolf, c'est lui, vous l'avez jamais Voilà. vu, hein, très Non. rarement, il a l'air sympa comme tout, c'est un virologiste, hein, Tout voilà, à fait. et donc qui est vraiment jamais emmerdé, mais qui est dans tous les bons plans. C'est vraiment Oui,
C'est Incroyable. extraordinaire. Celui-là, il est extraordinaire. Ouais. Donc, et puis, ben, en fait, c'est là où on voit que, ben, on a des ramifications quand même avec des figures, pas forcément, on va dire, avec des relations pas forcément très fréquentables. Je veux dire, Mmh. l'administration Trump et les politiques en général n'ont pas intérêt à ce que des Epstein Files reviennent sur le dessus de la pile. Donc, Anthony Fauci, à mon avis, savait ce genre c'est en fait ce genre de relation souterraine. En fait, il connaît Ouais. parfaitement le réseau Bien sûr. et il sait que s'il parle, il risque d'y avoir des implications en fait avec des réseaux pas très recommandables qui vont ressurgir en fait. Bah, il peut vite, être retrouvé chez lui victime d'une crise cardiaque, par exemple. Oui, oui, comme dirait, il s'est endormi à côté d'une tronçonneuse qui malheureusement s'est activée Mais toute ça, c'est, seule. Nathan Wolff en mode Jurassic Park, hein, quand il part à la chasse au virus, hein, oui. Voilà, 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 voilà. C'est le genre mais c'est vraiment le genre de gars dont on ne parle jamais. C'est un peu Jamais. comme Jeffrey Très peu. Tottemberger aussi. Personne n'en parle de ce monsieur qui est maintenant à la tête du NID, qui a repris en fait le poste d'Anthony Fauci. Personne ne dit que Jeffrey Tottemberger a écrit un article sur le contrôle épidémique avec avec Morens et Fauci. Mmh. Personne. Personne ne dit que Taubenberger, c'est lui qui a reconstitué, par exemple, la grippe de 1918. Ce qui, quand même, reconstituer un virus qui a été responsable d'une épidémie extrêmement mortelle au début du XXe siècle, tout va bien. Reconstituer, ça s'apparente quand même au Durk, Mmh. hein, d'accord. Il a Ouais, fait comment c'est il la a fait comment pour les financements? Qui a financé ça? et alors Et en qui? plus, bah, je ne sais pas, j'ai pas encore été totalement Ah! au bout de mes recherches. Mais je suis en train de me dire que là, il y a aussi des questions à soulever, en fait. Au Mais mesure que je te parle, partout, je me dis, voilà, je me dis, là, il y en a il y a des tellement. Non, trucs mais à, c'est ça, il y c'est-à-dire a des trucs à qu'on creuser. on a quand même affaire à vraiment une organisation avec des acteurs multiples qui se partagent des milliards de dollars, sur des dossiers ultra dangereux, ultra confidentiels, de défense, hein, ou d'intérêt stratégique, et qui ont très peu finalement de garde-fous et de surveillance. Alors au niveau des États-Unis, j'imagine, que tout ça passe par le DoD, la DARPA, mais pour le reste, l'OMS fait semblant. C'est-à-dire que l'OMS laisse faire et après, on met, des gens qui vont dire: «Oh là là, on n'avait pas vu venir, maintenant on va faire des confinements. Allez hop!» Ouais, l'OMS, c'est un rassemblement de gens qui se côtoient et qui, en fait, sont tous d'accord, qui se mettent d'accord pour ben, être d'accord avec la doxa, c'est-à-dire les Ouais. politiques, voilà, et de distribuer ces politiques partout, en gros, Et dire: voilà. «Vous faites comme ça, c'est McKinsey Voilà, qui a dit qu'il fallait faire voilà, comme ça», voilà. et en Fermez l'occurrence, votre c'était gueule et Fauci. ça marche comme ça, Parce qu'il faut point. savoir que le confinement, c'est Fauci qui sort ça comme ça en disant: «Tu vois, c'est pas mal en fait, on va confiner tout le monde. Allez hop, zou, c'est plus Ouais, facile». oui. Et c'est lui qui lance le truc et ça devient, mondial, et sans compter après la vaccination pour les enfants et cetera et cetera. Il y a une autre personne qui est beaucoup plus publique et dont on parle beaucoup, qui a un rôle clé dans, ces recherches, et ces, manipulations, c'est Bill Gates. Bill Gates qui est Ah, aussi dans le dossier Epstein, il a perdu sa femme à cause d'Epstein, qui en avait marre qu'elle fréquente le pédocriminel. Il est allé de nombreuses fois sur l'île d'Epstein et lui, comme Jack Lang, bon, il connaît pas plus ce monsieur, il est gêné, il savait pas qu'il était comme ça, désolé, et cetera. Or Bill Gates, ça fait des années, qu'il finance, ces recherches, qu'il est obsédé par les vaccins et les virus, au point qu'il avait d'ailleurs organisé un grand événement de simulation 1 an avant le covid, sur un covid, enfin ça n'avait pas ce nom-là, mais un virus, respiratoire qui, allait toucher l'ensemble de l'humanité. ouais, et ça remonte même à plus loin que ça, en fait. Ça remonte à la formation du CEPI, donc la Coalition of Epidemic Preparedness Innovations. Ça remonte à 2017, si mes souvenirs sont bons. Mmh. Et en fait, c'est même, c'est un peu, ça va être un peu confus au départ, mais je suis désolée. Mais ça remonte même en fait au projet Molécule de 2011 qu'on a eu sur Epstein.
Donc, c'était l'association Epstein, JP Morgan. Je ne sais pas si vous en souvenez de ça. Non, tu peux nous rappeler? C'est le projet Molécule, c'est une proposition de création d'une matrice, c'est-à-dire une gouvernance privée, donc avec des comités, avec des philanthropes milliardaires pour financer de la biotech pharma. J'aime bien ce mot L'objectif. philanthrope, Oui, milliardaire. j'aime bien. C'est des philanthropes milliardaires. Donc, l'objectif étant le remplacement en fait des institutions publiques et des structures élitistes rapides Ouais, et non par des structures élitistes non rapides public. et non démocratiques surtout. Oui, bien sûr. Ouais. Hein. Donc, c'est une matrice qui s'est ensuite justement incarnée dans le CEPI. Dans le CEPI, le CEPI, c'est Gates Foundation plus la Wellcome Trust, avec Jérémy Farrar, bien sûr. Et puis, les Big Pharma et Terje Rod Larsen. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien. Terje Rod Larsen, en fait, lui, c'est une figure centrale dans le monde de la diplomatie et de la philanthropie internationale. Et c'est un ancien diplomate norvégien. Il est président de l'International Peace Institute, donc l'IPI, qui organise des grands événements, notamment avec l'OMS, l'ONU, etc. En fait, il forme des think tanks. Par contre, passés à New York, très affluents sur les questions de paix, de sécurité, de gouvernance, voilà. Ah, une sorte de World Economic Forum norvégien, quoi. Voilà, à la norvégienne. Lui, il était aussi très, très, très proche de Epstein. Donc, on va retrouver plusieurs échanges avec Epstein et Rod Larsen. Parce qu'en fait, Epstein, il était très intéressé par justement tout ce qui était santé globale, en fait, philanthropie et gouvernance. Donc, ce qu'il appelle, alors quand on parle de gouvernance, on parle du développement des vaccins, mais également de la surveillance pandémique. Mmh. Hein. C'est Il pour ça était que aussi très branché sur les nouvelles technologies de clonage, tout à fait. tout un travail aussi sur le transhumanisme, dans le Zorro Ranch, hein, notamment, où là, il y avait quand même tout un délire sur, il voulait féconder la planète, avec, son auguste, ADN, quoi, mais Puis même, il voulait créer un ornivirus, un virus un peu cochon. Donc, bref, c'est très particulier comme type de projet, mais enfin bon, bref, voilà. Et il faut savoir, c'est que Epstein avait quand même pas mal de relations dans le monde académique, et ouais, notamment avec des scientifiques. et donc Bill Euh, Gates, qui est pas et donc, scientifique, mais qui traînait voilà, et là-dedans avec voilà, bonheur. Ouais. voilà, et Torge Larsen, en fait, qui voulait, qui permettait donc à Epstein d'entrer en fait dans ces cercles-là, en fait. Mmh. C'était la porte d'entrée d'Epstein pour rencontrer toutes les personnes, tous les acteurs dans le domaine de la surveillance pandémique, Mmh. du contrôle de la santé globale. Globalement, on parle beaucoup de préparation pandémique, hein, d'accord? Mmh. Ce terme-là, Mmh. préparation pandémique, on le retrouve dans l'USAID, on le retrouve dans la Wellcome Trust, on le retrouve globalement un peu partout. C'est quelque chose qui est assez frappant. Mmh. Euh, et on se rend compte que, en fait, j'arrive pas à le prononcer ce mot. Larsen. Torge Rod Larsen. Putain, ils ont des noms à coucher dehors. Et donc, voilà, et on sait que c'était en lien aussi avec Epstein. Et il faisait partie du CEPI, donc en lien avec Gates. Mais Gates connaissait aussi Epstein, directement, Bien sûr, d'accord? oui, oui, bien Donc, sûr, et très proche d'Epstein. Enfin, ce qu'il faut voir, c'est que, on a affaire quand même à un tout petit monde où tout le monde se connaît, où ah tout le monde oui, était conscient des relations des uns avec les autres, où il est question de beaucoup d'argent, de beaucoup de manipulation, de beaucoup de folie aussi, tout à fait. et où finalement, c'est eux qu'on écoute. Voilà. Heu, Et il faut savoir, c'est que justement, il parlait déjà de préparation pandémique et on a eu une réunion quand même de préparation pandémique en 2015, c'est ça. hein, qui fait intervenir quand même tous les grands acteurs, d'accord? Avec des. Enfin, c'est ça où on se dit, mais il y a un problème, il y a un véritable problème de base. Mmh. Tout ce qui s'est passé, Ebola 2014, le SARS-CoV-2 2019, on a des virus qui émergent, voilà, on ne sait pas d'où ils viennent. Il
y a de quoi se poser de véritables questions, sans être complotiste, hein, sans être Mmh. vraiment, voilà. Mais quand on regarde les éléments, les données, et qu'on les met bout à bout, on se dit: «Il y a un blème». Il y a un Mmh. blème parce que les réseaux, on va les retrouver sur différents types de crises et on va retrouver les mêmes acteurs Toujours, sur des toujours. sommes phénomènes, mais des sommes astronomiques, hein, Mmh. et avec un petit monde qui est connecté sur des gens, ouais, ben, en fait, j'ai envie de dire, c'est même quasiment un réseau, pédocriminel, hein. Bah, pour ce qui est Epstein, d'Epstein, oui, c'est le cas. voilà. Et à une sorte de réseau de renseignement parallèle, où il essayait de s'insérer dans tout ce qui avait du pouvoir sur cette planète, Mais le et truc, c'est que avec facilité, hein. Mmh. mais Epstein, c'est un transhumaniste. C'est Oui, des gars qui sont ouais, transhumanistes. ouais. Heu, Peter Thiel aussi, on parle pas de Peter Thiel qui est, donc à Palantir. la tête, du aussi du Bilderberg là, en l'occurrence, et de Palantir. Mais, avec l'intelligence artificielle, avec, tous les moyens technologiques aujourd'hui qui sont en jeu, est-ce qu'on va pas faire des bonds incroyables dans cette, recherche Frankenstein, hein, de la recherche d'Urk? Et est-ce qu'il y a pas un risque de voir là encore, des monstres, non naturels créés par des monstres, humains pour le coup, qui vont s'amuser à dire: «Bah, voyons où on peut aller avec l'IA pour, créer un virus ultra tueur». Moi j'aurais de la thune, j'aurais du temps, je dis: «Tiens, créons un virus ultra tueur». Non, je ferais pas ça, mais eux visiblement c'est leur truc. Moi, je vois déjà des problèmes à plus court terme, en fait. Ouais. Sachant qu'en fait, le HHS, donc c'est l'équivalent du ministre de la santé, en fait, hein, du ministère de la santé en France, est extrêmement impliqué avec, le développement, de Palantir, hein. Il y a, Mmh. des contrats qui se chiffrent à plusieurs, dizaines, voire centaines de millions, de dollars. Mmh. Ça, c'est pour les données Heu, de santé des Américains, hein, pour avoir un mapping, ouais, de la ouais, santé, de ouais. ouais. Ce qu'il y a, c'est que, en fait, il y a eu un tweet, de Robert Junior Kennedy, l'année dernière, qui disait qu'en fait, Palantir allait accélérer les essais cliniques. Alors accélérer les essais cliniques, c'est-à-dire on va bypasser, en fait, les essais cliniques sur les tests sur les modèles animaux. Autrement dit, l'intelligence artificielle va, simuler in silico l'activité des médicaments. Ce qui va raccourcir sérieusement les essais cliniques justement et donc les investissements des sociétés des entreprises pharmaceutiques dans le développement de nouveaux, molécules, de nouvelles molécules thérapeutiques Donc ils vont pouvoir s'amuser à faire plein de nouvelles molécules. Super. et surtout avec à moindre coût Ouais. et en gros, comme on n'aura pas d'essais cliniques, d'évaluation, in vivo, heu, on n'aura pas l'intelligence artificielle, elle peut très bien se tromper en fait sur les mécanismes moléculaires induits. Donc en gros, on va tous servir de cobayes, en gros. Et Est-ce ça, que ouais, bah, est-ce que ça c'était m'inquiète. mais est-ce que c'était pas déjà le cas, avec Warp Speed et Pfizer Moderna et cette, vaccination ARN? Ben, Palantir n'a pas été impliqué dans le développement des Non. ARN messagers. Il a été impliqué dans le déploiement des ARN messagers, hein, de la vaccination. Mais par contre, l'intelligence artificielle est une menace là actuelle, parce que, est très implantée sur le domaine de la santé, Mmh. notamment aux États-Unis. Et je pense que, il va y avoir des, problématiques en lien avec le développement de nouvelles molécules thérapeutiques, pas forcément les ARN messagers modifiés, hein, ou les, saRNA, mais d'autres molécules thérapeutiques. Hem Et on verra pas forcément, en fait, tous les tenants et les aboutissants puisqu'on n'aura pas les essais et on n'aura pas les tests, en fait. Et en plus, on a des données de sécurité. Alors là aussi, on peut se poser la question, c'est que, Tiberius, qui était, une plateforme, d'intelligence artificielle, développée par Palantir, qui a servi notamment à la collecte, de données de santé, je crois, si je me souviens bien. J'ai plus la mémoire, j'ai plus la j'ai aussi des petits problèmes, hein, au niveau, cérébral. Ça se voit pas Ouais. comme ça, mais ça m'arrive. Et on a le problème, c'est que, ben, en fait, c'est ce qui sert de base de données aussi à certains scientifiques pour émettre des travaux, pour émettre des publications sur, ben, en fait, les effets secondaires ou, sur le développement des Covid longs. Puisque, en fait, Palantir permet de collecter les données de santé
millions d'Américains, en fait. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est pas Thiel, c'est pas Palantir. Et ils ne diront pas attendez les gars, on a une explosion des Covid longs. C'est pas eux. Et d'ailleurs, ils sont tellement financés pour développer sur le domaine de la santé qu'ils n'ont pas intérêt à dire attendez, malgré les injections anti-Covid, on a des cas de Covid long qui explosent. What the fuck? Non, mais par contre, il va avoir toutes les données pour savoir où investir, pour quel, remède Tout à éventuellement, fait. en Et fonction de où est l'explosion de tel type de cancer, tel type tout à fait. d'Alzheimer, de machin et cetera. Et tout à Là, fait. on ouais. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure quand on disait, ben, en fait, on va développer des molécules plus rapidement. Mmh. Mais attendez, non seulement il sait où aller chercher, mais il sait quel type de molécule et on va accélérer. Ouais. Non, mais c'est assez incroyable, et il y a eu, Warp Speed était là pour ça d'ailleurs, hein. Quand Donald Trump fait l'opération Warp Speed, c'est vraiment pour faire se rencontrer, tout ce petit monde et dire: «Bon allez-y, vous avez carte blanche, ça va aller encore beaucoup plus vite. Il faut vraiment qu'on passe au niveau au-dessus». C'est un peu ça Warp Speed? C'est ça, tout à fait. C'est Ouais. tout à fait ça. Et Fauci a permis à contribuer au développement Mmh. de Warp Speed. Mais Fauci, à mon avis, c'est aussi pour Palantir dans le Ouais. HHS. Je veux dire, il est pas teubé non plus. Donc voilà. Mais ça aussi, c'est pareil. On va pas en parler non plus trop, de Palantir et de Thiel, qui ont rencontré Epstein aussi, soit dit en passant, qui sont des grands humanistes. Thiel est un transhumaniste. Oui, Mais oui. et ce qui est extraordinaire, c'est que par exemple, il y a eu les bras droits de Robert Kennedy Jr., comme par exemple Jimmy O'Neill, qui avait été engagé par Mithril, qui avait été fondé par Thiel. En fait, on a foutu en bras droit de RJK, donc de Robert Jr. Kennedy, on a foutu un copain de Thiel. Ah bah, c'est ouais, et J. D. Vance, qui est aussi la créature politique, Bien hein, sûr, le vice-président de Peter Thiel, qui a été mis dans les pattes de Trump pour s'assurer, quand même à une entrée, facilitée à la Maison Blanche, sans problème. Donc on est vraiment quand même dans heu, une organisation, extrêmement bien rodée, qui sait où est l'argent et qui sait comment le récupérer. tout à fait. Et encore, je dirais en fait même, si on réfléchit un petit peu, c'est-à-dire qu'on pousse, la philosophie des transhumanistes, notamment, de type, Epstein et cetera, Wolff, machin, où en fait l'homme, est en pouvoir complet de contrôle sur son environnement et sur ce qu'il est, Mmh. globalement. D'accord? Bah, en fait, on se rend compte quand même que la recherche dure, qu'elle s'inscrit quand même fortement dans cette vision-là. Ouais. Et on est sur même par rapport à Palantir. Palantir, le développement de l'intelligence artificielle, la collecte des données, la surveillance biomécanique, on est quand même sur une vision transhumaniste extrêmement forte, Mmh. extrêmement puissante, de contrôle justement, de paramétrage, d'orientation, de direction, où l'homme finalement s'arroge le droit, en fait, de jouer à Dieu. Mmh. Et ça, c'est quelque chose. Et c'est pour ça que je me dis, il faut passer, en fait, il faut sortir de tout ce qui est zone partisane. En fait, il faut sortir en fait de cette vision partisane, Alors démocrate, républicaine. Il faut aller plus non, chercher sur ce qui est fondamentaux, en fait. Quelles sont les i idéologies qui sont i souterraines? c'est ça, il a toujours été là, de toute façon. Nous, on a un problème en France, dans les pays membres de l'Union européenne, c'est qu'on a une sorte de bulle qui permet de protéger les populations de la réflexion sur, le scandale Covid, sur ses gains de fonction puisque, on a immédiatement, hein, des commissaires politiques qui sont là pour dire que ce que nous faisons aujourd'hui, par exemple, c'est du complotisme. Et donc il faut surtout pas en parler, c'est de la désinformation scientifique. Or, il se trouve qu'il y a extrêmement de publications scientifiques, que tout ce que tu viens de dire est public, est factuel, repose sur des faits. Oui. Pourquoi en France, le débat scientifique est à ce point saboté par des gens qui ne veulent pas qu'on ait un réel débat et que les faits réels existent dans le débat? Ça va même plus loin que ça, en fait. Ça va sur le contrôle, en fait, de la science en général. Il y a un compte qui s'appelle Science Guardian, qui est extrêmement intéressant à suivre,
et qui permet de mettre en évidence une sorte de mainmise, en fait, sur les données scientifiques et sur les publications scientifiques. Il y a une véritable chasse aux sorcières au niveau scientifique, il faut le savoir, hein. Oui. Certains scientifiques aujourd'hui voient des publications qui sont rétractées juste pour des problèmes d'image. D'image Juste pour des de problèmes photos? d'image. Par exemple, des photos, oui. C'est-à-dire Oui, qu'en fait, c'est mal on va présenter les résultats, puis on va nous dire, ouais, mais là, le pixel, il est pas bon. d'accord. Ouais. Donc, on va vous retirer le Ouais, papier. très bien. Ouais, c'est génial. Et en fait, en gros, c'est une façon de confisquer le débat scientifique. Et le débat scientifique, il devrait être au niveau international et il devrait être transparent, avec des comités de lecture, enfin, normalement avec des échanges et surtout une certaine honnêteté intellectuelle. Le problème, c'est que la science, elle est parasitée par les entreprises pharmaceutiques, elle est parasitée par les financements, notamment des financements d'ordre privé. Et elle est, on va dire, quelque part confisquée, en fait. Mmh. Et en France, le problème, c'est que les médecins, ce ne sont pas des scientifiques. Les médecins ne sont, je répète, les médecins ne sont pas des scientifiques. Vous avez des scientifiques. Notre point de vue, d'un point de vue scientifique, c'est absolument pas la clinique. C'est pas du tout ce qui se passe nous en clinique. Nous, on va regarder ce qui se passe au niveau moléculaire et comment ça se déroule au niveau, par exemple, des mécanismes beaucoup plus pointus, beaucoup plus fins. Par exemple, les interactions moléculaires. Les médecins, eux, généralement, n'ont même pas en fait la connaissance que les scientifiques ont. Donc, il faudrait carrément en fait que la médecine et les sciences se rabibochent et qu'il y ait des échanges qui se font entre les scientifiques et les médecins, en fait, Mmh. ce qui n'est pas le cas. Et généralement, les médecins vont dire oui, mais moi je reste sur ma clinique. Mais les scientifiques vont dire bah, ta clinique c'est bien, mais au niveau moléculaire c'est pas bon. Mmh. Et il n'y a pas ces échanges-là en fait. Il n'y a absolument pas de ces échanges-là. Et les médecins n'ont pas non plus la capacité forcément de suivre les publications scientifiques qui sortent. Déjà parce que ça se passe au niveau en anglais et que Mmh. c'est international, avec des niveaux de technique et de détails qui sont, on va dire, peut-être pas forcément à leur portée. Ils ne sont pas formés pour ça, en fait. Mmh. Et comme je l'ai dit, il y a cette espèce de mainmise, de chape de plomb, y compris sur le domaine académique. D'ailleurs, on voit bien, on regarde bien, sur le Covid, il y a un nombre de publications, c'est énorme. Ça sort au lance-flamme, ça sort au lance-pierre. Même des publications sur la spike du SARS-CoV-2, Mmh. hein, mais sur le virus. C'est vrai. Par contre, Mmh. des publications sur la spike 2P, c'est-à-dire celle qui concerne les injections anti-Covid, il y a comme une espèce d'omerta, en fait. Mais on est d'accord, oui. Ah, tout à fait, il y a une espèce d'omerta. Alors, c'est pour ça que en fait, les gens vont nous dire oui, mais vous extrapolez des données de la spike du virus sur la spike 2P. Oui, sauf que les séquences sont les mêmes. Donc, si les séquences sont les mêmes, ça veut dire que les activités biologiques, aux 2 protéines près, peuvent être les mêmes. Et à un moment, bah, ça va bien être obligatoire de faire des recherches, y compris sur, les injections, pour savoir s'il y a pas un problème et de pas recommencer, la même erreur. Mais ce qu'ils Non? vont vous dire, On peut non, faire comme ce qu'ils si vont vous, c'est pas nécessaire, on s'en fout, non, ça bah, marche très bien? ce qu'ils vont vous dire, c'est que, ben, en fait, il y a pas de spike. Ça n'a pas été détecté. C'est pas détecté. Ou, OK. ben, vous avez déclenché la maladie X temps, 2 ans, 3 ans, 4 ans après vos injections ou 4 ans ou 3 ans après votre Covid. Il y a pas de lien de causalité. C'est faux. Bien sûr, Mmh. parce qu'il y a une latence. C'est-à-dire que ça Bien va, sûr, c'est ce que oui, oui. c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'en fait, on va avoir des dégâts qui vont se faire dans le temps et à Mmh. distance, en fait, dans le temps, par rapport aux infections Covid et par rapport aux injections anti-Covid. Et quel que soit le fait que vous soyez, en fait, injecté ou infecté, vous êtes spiké, c'est-à-dire que vous avez été en contact avec la spike. Et c'est cette spike qui est un goff, d'accord? Ouais. Et que c'est pas parce qu'aujourd'hui vous allez bien que ce sera vrai demain. Parce que Mmh. les amyloses ont ça de particulier, c'est qu'elles se développent dans le temps et par effet cumulatif, c'est-à-dire par exposition répétée. Et il y a pas moyen de lutter contre? C'est-à-dire, il y a pas de remède aujourd'hui pour se débarrasser de la spike, Non. elle est forcément là à vie, quoi? Là, je vais vous le dire franchement, aujourd'hui en France, non, il n'y a pas. Ah, On mais a ça un existe? pro on a un protocole qui s'appelle, la double, filtration plasmaphérese avec, des facteurs de croissance qu'on appelle les SGF, qui est développé actuellement par le docteur Kevin McKern, mais au Japon. C'est ce qu'on appelle le protocole McKern, Edogawa.
Ce protocole a besoin, en fait, c'est une plasmaphéreuse, c'est-à-dire qu'en fait, on va filtrer votre sang, puisque la spike et les microcailloux amyloïdes, ce que je vous expliquais par rapport au dépôt de fibrine là, et les fibres blanches de Daichi-Denli, on peut les filtrer du sang, d'accord? C'est-à-dire qu'on peut les expurger, d'accord? Et on Mmh. va vous donner des facteurs de croissance pour booster la régénération et la réparation tissulaire. L'un ne va pas sans l'autre. On a besoin des deux. Le problème, c'est que c'est calibré pour les dépôts fibrinoïdes. C'est calibré pour les microcailloux. Et le problème, c'est que la spike, elle n'a pas que cette particularité-là, elle n'a pas que les propriétés fibrinoïdes, elle a d'autres propriétés, notamment d'attaquer le cerveau, par exemple, ou d'attaquer le système immunitaire en développant, par exemple, l'auto-immunité. Donc, c'est-à-dire que la spike va pousser votre système immunitaire à produire des auto-anticorps qui vont détruire votre propre organisme, en gros. Voilà. C'est classe. Oui, c'est classe. Et en plus, ça se met, là aussi, l'auto-immunité, ça se fait pas en un claquement de doigts, c'est pas du Oui, automatique. c'est long, Ça se, c'est ouais, ça c'est se met c'est ça se met en place dans le temps par programmation du système immunitaire. Et à partir du moment où le système immunitaire est programmé pour autodétruire l'organisme, le phénomène est irréversible. On ne peut pas revenir en arrière. Donc, vous allez déclencher, vous allez avoir des pathologies. Alors, le mieux aussi, c'est aussi la réactivation des virus latents comme EBV, hein. Alors, c'est quoi Epstein-Barr bébé? virus. Epstein-Barr virus, le Qui virus n'a rien à voir responsable avec de la Jeffrey mononucléose. Epstein, hein, mais Non. bon, ouais. Ouais. Là, pour le coup, vrai hasard et coïncidence ou pied de nez, mais voilà, ouais, ouais. Ouais, voilà. Donc, Epstein-Barr virus. Et en fait, Epstein-Barr virus va provoquer, par exemple, des cancers de type lymphome, notamment, voilà, ou des scléroses en plaques. On sait que la réactivation de BV peut entraîner des scléroses en plaques, donc ce sont des pathologies dégénératives où la personne perd en fait sa gaine de myéline et elle perd la coordination, hein. Elle ne peut plus marcher, elle peut plus, elle perd progressivement ses capacités motrices. Donc, et la spike réactive, les Epstein-Barr virus, mais également le VIH ou le cytomégalovirus, ou encore le virus du zona herpès, etc. Donc, c'est le propre en fait d'une arme biologique et c'est le propre en fait d'une molécule qu'on appelle un GOF, un gain de fonction. C'est vraiment un gain de fonction. C'est-à-dire que cette Mmh. molécule, elle est pas seulement que amyloïde et amyloïdogène, elle n'est pas seulement dégénérative. Elle va être aussi allergique, elle va aussi induire de l'auto-immunité, elle va aussi réactiver des virus latents. Et ça peut se faire dans le temps, puisqu'elle est persistante dans le corps. C'est-à-dire qu'elle va rester dans le corps, elle va être produite même parfois en des quantités très infimes, genre picomolaires, d'accord? Mais il faut savoir que, par exemple, la GP120 du VIH agit à un niveau picomolaire. Et ça va se faire dans le temps. Le Et VIH, le virus du sida, il est apparu aussi, comme ça, dans les années 80, en Afrique, là encore, originaire d'Afrique, on va dire, et Fauci était là. oui, alors ça, l'origine en fait l'origine du VIH, on pense que c'est plutôt, ça remonte au début du XXe siècle en fait. D'accord, donc c'est bien Euh, là. en, en version officielle. En version officielle, c'est voilà. Moi, je vais vous donner les deux, toujours les deux versions. Oui, c'est La important, c'est version, important. voilà. La version officielle, c'est que ça vient du début du XXe siècle, de la transmission du singe à l'homme, globalement. D'accord? C'est un virus qui a dit, OK, moi, je vais sauter du singe vers l'homme. Il y a eu besoin que d'un seul spillover, d'accord, pour déclencher l'ensemble de l'épidémie du VIH. Ça, c'est la version officielle. La version moins officielle, celle d'en fait d'un accident de laboratoire. Donc, il y a certaines personnes qui pensent que en fait, il n'y a pas vraiment possibilité de transmission du passage de virus du singe à l'homme. Ils posent leur argument sur quoi? Ils posent leur argument sur les moyens techniques et les infrastructures de recherche. Ils disent que les laboratoires américains donc, isolaient déjà en fait massivement des virus simiens, donc de singes, dès les années 70. On a par exemple l'article de Lester et Calter de 1980, par exemple, hein, qui montre que le NIH donc, examinait des milliers de prélèvements de singes et isolait des centaines de virus en fait. Donc on parle d'adénovirus, d'entérovirus, de réovirus, d'herpovirus, enfin bref. Et donc cela prouverait que les chercheurs disposaient en fait déjà d'un large panel en fait de rétrovirus et autres agents simiens en fait pathogènes
ainsi que des techniques de culture et de manipulation pour recréer des recombinants qui auraient pu, à partir de là, diffuser en fait à l'homme. On pourrait éventuellement relier cela aussi au Special Virus Cancer Programme, le SVCP du NIH, qui a étudié intensivement en fait les rétrovirus animaux dans le cadre de la recherche sur le cancer avec des budgets très importants en fait, et un potentiel dual use. En quelle année? Je crois que c'était dans les années 80 aussi exactement, je sais plus. Je peux pas te dire exactement les dates. C'est pour ça que je prends toujours des notes parce qu'en fait il y a tellement de dates que je peux pas tout garder dans le crâne. Et on a aussi le contexte de la guerre froide. Donc, le contexte de la guerre froide, ils disent que justement, en fait, ça serait un motif en fait pour développer un agent pathogène qui attaquerait le système immunitaire, comme le VIH en fait. Donc, le problème, c'est que pour moi, les dates correspondent pas forcément en fait sur cette théorie-là, parce que si tu veux, il y a des lois anti-bioweapons qui sont apparues quasiment de façon concomitante en fait. Notamment en 1972, on a eu l'adoption de la Convention de l'interdiction des armes biologiques, qu'on appelle la Biological Weapons Conventions, la BWC en fait. Et elle entre en vigueur en 1975. Donc ça voudrait dire que globalement, ça voudrait dire qu'en fait, on aurait eu le développement du VIH dans un laboratoire avec une fuite de laboratoire quasiment de manière concomitante à cette loi-là. Oui, ce qui ne va pas. Si tu veux, ça ripe, ça grappe, en fait. Donc, te dire que le VIH vient d'un laboratoire, pour moi, il manque des éléments de recherche scientifique. J'aurais besoin d'éléments, en fait, supplémentaires, parce que tu peux me dire ce que tu veux, mais en science, n'importe quelle affirmation, même papier fumeux ou séquence fumeuse, si tu n'as pas des preuves scientifiques derrière qui sont quand même costauds, voilà, ça veut rien dire. Moi, il me faut des preuves génétiques directes, avec des signatures de manipulation, comme on a sur le SARS-CoV-2. On a des signes ça, ce sont les travaux d'Alex Washburn, Valentin Brutel et Anthony Van Dongen, où on voit sur le génome du SARS-CoV-2 les sites de restriction enzymatique qui sont caractéristiques d'une manipulation labo. D'accord ? Ça, je ne l'ai pas sur le VIH. Mais que faisait Fauci à l'époque? Parce qu'il s'est fait connaître sur le VIH. Oui, il s'est fait connaître sur le VIH dans les années 80-70, et c'était un spécialiste, comme je l'ai dit, de l'immuno. C'est-à-dire qu'en fait, lui a travaillé sur la réponse immunitaire induite par le VIH, notamment la GP120, dont on a parlé, sur l'organisme, avec les mises en place de mécanismes de tolérance immunitaire. En 2023, comment t'expliquer ça? En 2023, j'ai émis une alerte en disant que le SARS-CoV-2 était particulièrement tolérogène. Et que du coup, ça veut dire qu'en fait, il fait en sorte, la spike du SARS-CoV-2 fait en sorte que ton organisme arrête de se battre contre le virus. Ah ouais, donc tu lâches tout de suite, quoi. Okay. Donc, et le VIH, c'est ce qu'il fait, en fait. C'est la même chose. Le SARS-CoV-2, en fait, donc j'ai étudié ça en 2023 et j'ai compris en fait les mécanismes induits par la spike du SARS-CoV-2 et j'ai fait tout de suite le parallèle avec le VIH, tout de suite. Et j'ai dit, ok, le SARS-CoV-2, il induit des mécanismes de tolérance immunitaire comme le VIH, avec des mécanismes extrêmement similaires, notamment au niveau des lymphocytes TCD4. Et en interagissant avec certaines molécules comme des C-Sign qu'on va retrouver également. Je me suis dit, mais merde, ce parallèle-là, il n'est pas anodin. D'accord ? Et en fait, le VIH, donc, comme je l'ai dit, c'est Anthony Fauci, il était spécialiste de ça, en fait, de cette tolérance immunitaire. Et quand il a vu les premières publications de la Spike ou du SARS-CoV-2 sorties en 2020-2021, il aurait pu tout de suite percuter en disant « Ok, le SARS-CoV-2, il est particulièrement dangereux. Il va agir comme un VIH, c'est-à-dire qu'il va s'installer de manière durable dans l'organisme, avec une activité qui se fera dans le temps. » Ce virus... il aurait pu le savoir. Ouais, il aurait pu déjà anticiper d'une certaine manière, un peu comme le site de clivage furine, en fait. Ça aurait dû faire bim là-dedans. Il aurait pu se dire, attends, il interagit avec des C-Sign, alerte, alerte, alerte.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, même pour les traitements de Covid long, aujourd'hui, on va utiliser des molécules qui sont impliquées dans le VIH, comme par exemple le Maraviroc. Le Maraviroc, c'est un médicament développé par Pfizer qui bloque un des récepteurs de la GP120, d'accord, et qui est particulièrement intéressant, notamment pour les dégâts neurologiques induits par le VIH. Et on va l'utiliser dans le SARS-CoV-2. What the fuck? Est-ce que vous saviez que, par exemple, dans le VIH, vous allez avoir des mécanismes dégénératifs, notamment l'induction de pathologies neurodégénératives comme Creutzfeldt-Jakob? Dans le VIH, on a des cas de Creutzfeldt-Jakob. Bizarrement, on a des cas de Creutzfeldt-Jakob dans le SARS-CoV-2. Et quand on regarde les mécanismes, on revoit quasiment les mêmes molécules. C'était même devenu à un tel point, en fait, dans ma recherche très spécifique, que je me suis posé la question de ce que feu professeur Montagnier avait pu faire comme parallèle entre le VIH et le SARS-CoV-2. Je me suis dit, jusqu'où il a été. Oui, ouais. Il l'avait fait. Il l'avait fait, et non seulement il l'avait fait, mais je me suis demandé dans quelle mesure il n'avait pas raccordé certains mécanismes en lien avec le SARS-CoV-2 pour les cas de Creutzfeldt-Jakob et fait les parallèles avec le VIH. Je me suis posé la question. Ce professeur Montagnier qui a été honni par le pouvoir politique en France, qui a refusé de lui rendre hommage alors que c'était un prix Nobel, qui avait alerté immédiatement, on se rappelle. On peut voir aussi une volonté politique de ne pas vouloir savoir, ou du moins d'empêcher un certain débat. Il n'y a pas eu de débat, c'était interdit. Non. Plateforme censurée sur les effets secondaires des injections. Il n'y a pas eu de débat sur le bien fondé de l'ARN messager. Et il n'y a pas eu de débat non plus à l'époque, puisque les compliplatistes chasseurs de conspi de machin watch expliquaient que c'est hors de question que ce soit sorti d'un laboratoire. Ça, c'est vraiment pour les conspis. Donc vraiment, il y a quand même une bataille de l'info en même temps que le virus se déploie. Ah oui. Et puis non seulement le déploiement du virus, mais en parallèle le déploiement des injections anti-Covid. Et le déploiement, et surtout le déploiement des injections en réalité. Il faut savoir quand même, on a été plusieurs fois spiké et par les infections et par les injections, avec une molécule qui est potentiellement prionogène, c'est-à-dire prion-like, c'est-à-dire incapable d'induire. Le prion, et c'est Creutzfeldt-Jakob, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc on a été tous en contact au moins une fois avec cette molécule-là, que ce soit par les injections ou par les infections, de toute façon. Et ça, en fait, ce qu'il nous faudrait actuellement, parce qu'on a des nombres de cas de Covid long qui se développent, mais là, c'est pareil, on n'entendra jamais ça dans aucun discours politique. On a des Covid longs qui explosent, d'accord ? Malgré le fait qu'il y ait des injections anti-Covid. Ça n'a fait qu'augmenter. Est-ce que l'injection peut provoquer le Covid long, ou est-ce qu'il faut avoir été infecté par le virus ? Alors, il faut forcément avoir été infecté par le virus pour avoir le Covid long. Mais les injections, en fait, l'un des grands arguments, en fait, des gens qui défendent en fait les injections anti-Covid, c'est de dire que ça protège des formes graves. Et l'une des protections des formes graves, c'est le Covid long. D'accord ? Ah, ça protège des formes graves. Voilà, ça protège des formes graves. Donc, c'était protégé. Okay, voilà. Mais le problème, c'est qu'on voit que le nombre de cas de Covid long, en fait, augmente d'année en année. D'accord ? On a des papiers dans Nature qui montrent ça. Ça monte d'année en année, malgré le développement des injections anti-Covid. Et il se pose pas la question. Et les symptômes sont très différents d'une personne à l'autre. Ah oui, oui. La fatigue, des problèmes cardiaques, des problèmes de souffle, de des concentration. Des troubles de concentration, des troubles de mémoire, de ce qu'on appelle en fait de la résistance à l'effort, en fait, une perte de résistance à l'effort, des troubles musculaires. On peut avoir des cas de fibromyalgie, on peut avoir des cas de réactivation de BV avec des lymphomes, avec des CEP, de l'auto-immunité. En fait, les spikopathies, c'est ce que moi j'appelle des spikopathies, en fait, que ce soit les Covid longs ou les PVS, donc les syndromes post-vaccinaux. Ce que moi j'appelle les spikopathies, ça en fait englobe un ensemble de pathologies, mais extrêmement vaste, en fait. Rappelez-vous la liste des effets secondaires de Pfizer, où on voyait 14 pages de maladies qui défilaient. Bon, les spikopathies, c'est à peu près ça, en fait. C'est un peu englobé tout ça. Et ce qu'il faudrait, c'est développer des outils de diagnostic qui permettent de catégoriser, en fait, et de déterminer, de dépister, de traquer
exactement ce qui se passe dans le corps, en fait, des gens en contact avec la spike, d'accord? Il y a des Voilà, recherches actuellement dessus ou pas du tout? bien sûr, mais non, bah, il y a quasiment rien, en fait. Si, il y a des quand même des consortiums, comme PolybioRF, par exemple. Aujourd'hui, on a quand même des scientifiques qui se réunissent et qui essayent de trouver des solutions, mais qui sont en fait, le problème, c'est que c'est extrêmement, comment dire ça? C'est dans des silos, en fait. Je sais pas comment expliquer, c'est dans des silos de recherche. Toi, tu es spécialiste des fibrinoïdes, comme par exemple Teresa Pretorius et son équipe, ce sera là-dessus, ce sera sur ce silo-là. Il y en a qui sont plutôt spécialisés sur l'auto-immunité, ce sera sur ce silo-là. Il y en a qui sont. Alors qu'en fait, les spikopathies regroupent, c'est extrêmement vaste, en fait. Il faudrait décompartimenter tout ça, créer des plateformes complètes de dépistage avec des outils de diagnostic adaptés, dont des dosages de la spike directement, mais aussi des sérologies anti-S, anti-N, des trackers, des biopsies avec des colorations au rouge Congo à la thioflavine. Il faudrait faire tous les bilans, en fait, même des lymphocytes, notamment des phénotypes d'épuisement lymphocytaire. Il faudrait faire carrément même des profils cytokiniques complets. Voilà ce qu'il faudrait faire. En fait, il faudrait créer une énorme plateforme avec tous les outils de diagnostic dedans Mais on peut le faire pour que avec l'IA ça. Pourquoi personne le fait? non, en fait, tu pourras pas le faire avec l'IA parce qu'il faut les Non, outils mais de je veux dire, si diagnostic. pour, collecter les données et cetera, mais après derrière, il Ouais, faut des médecins pour faire tous les tests mais ça pourrait pourquoi être pas? quand même quelque chose d'utile, bien plus utile que, de Que ce faire qu'ils font des actuellement. concoctions sur des virus tueurs, ouais. Tout à fait. Et puis, ça pourrait au moins servir à quelque chose de positif, c'est-à-dire, en fait, nous éviter peut-être le mur des, pathologies, des spikopathies, comme je les appelle, Ouais, qui ouais, va nous arriver dans les années à venir, quoi. et qui est Donc, déjà là. voilà. Alors, ce qu'il en ressort aussi avec, l'audition de Fauci, au Sénat, c'est quand même une culture de l'impunité, hein. On Ah a l'impression que oui! ce soit Albert Bourla, que ce soit Fauci, que ce soit, j'ai déjà oublié son nom, Dachiac! enfin Ouais, tous. Clairement, ils ont pas l'air très inquiets. non, ils le sont pas et ils ont raison de ne pas être inquiets parce que pour l'instant, il y a personne qui parle et surtout, il y a personne qui pose les bonnes questions. Mmh. Bah, il y a personne. Si, il y a du monde, mais pas dans les cercles autorisés, où on peut avoir accès ensuite aux médias. Alors, est-ce que ça bouge quand même aux États-Unis? Est-ce que là, l'arrivée de RFK, Robert Kennedy Jr., est-ce que le sénateur Rand Paul et les autres, ont quand même, une volonté d'aller plus loin et au-delà de l'emblème Fauci, de dévoiler, ce système, cet écosystème, extrêmement dangereux pour l'humanité et qui, fait des milliards, hein, sur la détresse humaine, et le danger? Je t'ai déjà un peu répondu, en fait. Je Mmh. t'ai déjà un peu répondu quand je t'ai dit que, le bras droit, de Fauci, Jim O'Neill, c'était un proche de Thiel. Ouais, c'est vrai, donc ils feront rien, OK. C'est Donc en gros, en fait, et si tu veux, à la suite de l'interview, je mettrai peut-être 2 documents en ligne. Je mettrai ouais, le document source, d'accord? sur Et sur un ton autre compte X, c'est ça? On voilà, pourra le trouver sur le ouais, compte ouais, X? ouais, sur mon Sinon, je compte X. pourrais prendre des extraits, vous les trouverez, mais voilà, je mettrai le lien sur le compte X d'Anis puisqu'il y a à peu près tout et c'est un compte de veille, extrêmement précis, où vous avez, des informations capitales qui devraient être, bien sûr, beaucoup plus partagées que ce qui n'est le cas actuellement. Et je vais vous mettre un deuxième document qui est une analyse plutôt politique qui s'est déroulée à partir du moment où on a eu Trump 2.0. Très bien. À partir de l'accès, en fait, de Trump et ce qui s'est passé notamment au HHS et avec, Robert Junior Kennedy et comment, en fait, les lobbies pharmaceutiques ont encore leur entrée à la Maison Blanche, notamment par, Suzy Wiles, qui était, en fait, une ancienne de Public Mercury Affairs. Hem Et ça, vous allez voir, ça aussi, c'est du petit jus, en fait. On on se rend compte qu'en fait, le système, il reste encore bien en place et d'ailleurs, les mêmes acteurs sont recyclés. Quand on voit Jérémy Farrar qui passe de la Wellcome Trust à l'OMS, puis, qui se permet de parler, de la désinformation alors que lui-même a contribué, à Proximal Origins, SARS-CoV-2. Bon, comment vous dire? Ils peuvent dormir sur leurs 2 oreilles et Fauci ne parlera pas. Et il ne parlera pas parce qu'en fait, il connaît très bien que d'abord, il a été au NIAID pendant 38 ans, qu'il y a un noyau qui est quand même dur, qu'on va retrouver sur Ebola et qu'on va retrouver sur le SARS-CoV-2, d'accord? Qu'on va Mmh. retrouver des acteurs comme EcoHealth, Metabiota, hein, avec Nathan Wolf dont on a parlé, qu'on va retrouver le WIV avec des financements opaques,
Mmh. Ralph Baric et Xi Zhengli. On a la Wellcome Trust avec Jérémy Farrar, avec le CEPI, hein, de Gates, et l'OMS et l'IPI et toutes les connexions qu'on a avec Epstein. Là-dessus, quand il sait tout ça, quand on sait que Anthony Fauci connaît tout ça, bah, il peut pas parler, en fait. Mmh. Parce que parler, ça remettrait aussi Totem Berger en cause. Parler, ce serait dire, ok, d'accord, on a contourné les lois en vigueur pour développer des GOF. Ok, Mmh. on a été financé, les financements, ils sont pas tout à fait clairs. On n'a pas été honnête. Et qu'en plus, on a plusieurs acteurs qui rentrent dedans, dont la DARPA, hein, et la défense Ouais, non mais américaine. c'est fou. En fait, tout est sous nos yeux, on peut le dire, hein. Il y a suffisamment de faisceaux d'indices, pour voir qu'il y a quand même quelque chose qui se trame, à l'international avec des acteurs, qui ont, des agendas, de business, hein, et aussi, idéologiques, hein, on peut le dire. Et malgré ça, il se trouve qu'en France, parler de ce sujet-là reste quand même ultra tabou, et qu'on a des gens, qui ont été propulsés, experts. Alors comme tu disais, c'est pas des chercheurs, c'est des médecins. Qui plus est, certains sont politiques, et qui ont passé leur temps à dire: «Ceux qui se vaccinent pas, c'est des connards, ils méritent que la mort. De toute façon, faut les emmerder et on les aura». Donc Voilà. on est quand même mal barrés, hein. Et qui On veulent peut pas le dire. entrer dans les fonds du problème, et c'est-à-dire qu'ils ne regardent même pas ce qui se passe sur le terrain, même Mais pour si, les gens. C'est-à-dire mais que ils s'en les covid foutent. longs et les PVS, ils s'en cognent. En Mais effet, Karine ils s'en Lacombe, branlent. elle fait un doigt aux victimes quand elle sort En du gros. tribunal. Mais Elle dès s'en qu'on fout entre dans le domaine politique, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer, dès qu'on rentre dans le domaine mmh, politique, de toute façon, les victimes disparaissent. tout le Comme par temps. enchantement, elles disparaissent. Ouais, Et ouais. en fait, les gens, ils sont ignorés. Ebola 2014, les 11 000 morts, on va en parler. On va en dire quoi? On va les faire revenir. Et ceux qui ont eu des effets secondaires, là, des PVS, il y aura une reconnaissance, ou même une reconnaissance des spikopathies, que dalle. Il n'y aura rien. Non, il y Donc, aura rien. non. Et même il y en a même des grands chercheurs, on a même des grands professeurs qui ne veulent même pas reconnaître que les gains de fonction existent. Ah Enfin, à un carrément? moment, bah Ah bien ouais, sûr. carrément. OK. Ben oui, ça arrache la langue de dire: «Attendez, on peut faire du GOF». Le Bah, terme évidemment. DURC, le terme GOF, putain, parler d'armes biologiques, nous on a parlé à un moment donné, enfin, on avait parlé à un moment donné d'armes biologiques, mais en fait, c'était de DURC qu'on aurait dû parler, c'est de Oui, Dual Use oui. Research of Concern. Mais à partir du moment où on catégorise un pathogène sous le terme DURC, on peut plus le mettre en termes de bioweapon. C'est ça qui est beau. C'est Magnifique jeu de que passe-passe. c'est un jeu de passe-passe et tout ça, c'est quand même, ouais, de la magie. En tout cas, il y a encore beaucoup de choses à dire et je pense qu'on fera d'autres émissions, au-delà du procès de Fauci, mais sur, toute cette, recherche sombre et particulièrement sur le rôle dorénavant, des entreprises d'IA, de Palantir, Peter Thiel et d'autres, hein, qui sont maintenant impliqués et pour beaucoup dans ces dossiers-là. Parce que voilà, il y a vraiment, trop de questions, Beaucoup. trop de coïncidences qui n'en sont pas et des choses qui ne sont pas de l'ordre du complotisme, mais de la réalité et qui appellent en fait, maintenant de la recherche scientifique tout simplement pour savoir ce qu'il en est. Donc voilà. C'est un truc de dingue, de toute Mmh. façon. Mais, en tout cas, je mettrai les documents sources comme il le faut sur mon compte. Il y a Vous pas de les problème. trouverez sur le compte, d'Anne-Lise. Merci beaucoup. N'hésitez pas bien sûr à mettre un pouce à cette vidéo, à la partager un maximum, à vous abonner, bien sûr au réseau d'Anne-Lise, au site, du Monde Moderne, au YouTube du Monde Moderne et pour nous soutenir, patreon.com/le monde moderne ou tipeee.com/le monde moderne. C'est important, parce que vous n'aurez pas ce genre, d'émissions, sur les mainstream. Voilà. Merci beaucoup Anne-Lise, à bientôt Rien. et merci Merci à à toi pour vous. ton invitation. Au revoir. Merci, au revoir.